Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc à cette deuxième table ronde dans ces studios de Mediago. Nous allons parler de la réinsertion donc, des cadres demandeurs d'emploi. Pour parler avec passion de ce sujet, j'invite Myriam Ernst du programme Prima, responsable du programme Prima de l'OSEO. Bienvenue Myriam. Olivier Kuntz, directeur des ressources humaines de Equans Suisse et ancien participant du programme Prima. Absolument. Bonjour. Bonjour. Et Jérémy Duboulot, qui représente en tant que Talent Acquisition Manager la société Bobst établie à Mai, dans le canton de Vaud. Bienvenue. Quand nous avons préparé cette table ronde, je me suis dit, le challenge, ça va être de respecter le timing avec tous ces gens passionnés par la réinsertion des cadres. Aussi étonnant que ça puisse paraître quelque part, on se dit un cadre avec de l'expérience qui arrive au chômage, finalement, il devrait être assez autonome pour retrouver un emploi. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. On a dans notre offre d'accompagnement des cadres donc cette mesure Prima. Et on a la chance de vous avoir, Myriam, avec nous. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai participé à ce programme il y a 9 ans en arrière. Maintenant, vous en êtes donc responsable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur cette présentation, faire une présentation de cette mesure? Comment ça se passe, un accompagnement de cadre qui est demandeur d'emploi? Alors, vous dites en quelques mots. Merci pour votre invitation. Je veux dire en 2 mots. Cadre et réseautage. Cadre parce qu'effectivement, on accueille surtout des personnes qualifiées, des spécialistes, des managers, des cadres qui se retrouvent pour une raison ou une autre au chômage. Et on les accompagne avec le principe de réseautage. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous n'avons aucune limite d'âge. Donc en ce moment, on a entre 28 et 62 ans. Donc les cadres ne sont pas forcément des seniors, je tiens à faire cette précision. Et pour le réseautage, c'est vraiment le cœur de métier de Prima. On sait que il y a peu de postes, il y a peu d'annonces. Et donc l'idée, c'est de les accompagner sur 3 mois avec des ateliers théoriques et pratiques et des coachings pour définir un projet professionnel qui leur permet ensuite d'aller identifier et mettre en œuvre une stratégie de réseautage. Donc, ce que j'entends, j'accompagne aussi des cadres demandeurs d'emploi. Quand on présente les mesures, certains disent « Ouh là là, mais moi j'ai déjà fait un programme d'outplacement, le réseautage je connais, j'ai un profil LinkedIn » et pourtant, on voit que le chômage dure. Malheureusement, on voit que ces cadres ont des difficultés pour se réinsérer. Quand ils arrivent chez vous, quels sont les besoins qu'ils expriment? Alors, probablement ce qu'on note le plus, c'est un manque de confiance. Ils ont souvent des profils incroyables, une expérience fantastique, mais ils peuvent rester encore focalisés sur leur ancien poste, dans leur ancienne entreprise, plutôt que sur leur métier et sur toutes leurs compétences. Ouais. Et donc on va mettre le focus sur les compétences déjà qu'ils ont et qu'ils savent faire. Souvent ce qu'on sait faire, on ne se rend pas compte que le voisin ne sait pas le faire ou pas aussi bien. Et puis aussi la dimension de vraiment des compétences qui sont transférables. Et comment est-ce que j'en parle aussi de ce que je sais faire? Donc, on va parler de ça. Maintenant, ce qui est vrai qui est important à noter, c'est que c'est le temps, c'est un autre espace-temps. Souvent, maintenant, et on l'observe aussi, c'est de plus en plus long, le processus de recrutement. Et donc, il faut beaucoup de patience. Ça prend plus de temps pour les cadres. Ça, c'est connu aussi. Déjà aussi parce qu'il y a moins de postes. Alors, oui, effectivement, moins de postes. Le marché, donc, pour les cadres est plus limité. Olivier, donc... je trouve ça assez incroyable. Vous avez participé au programme Prima. Donc vous êtes ici, vous pouvez parler de l'expérience en tant que demandeur d'emploi, mais aussi en tant que recruteur, puisque vous êtes directeur des ressources humaines. Comment vous avez vécu cette période de chômage? Et puis, comment Prima a quelque part réussi à vous permettre de vous réinsérer?
Alors, période de chômage, pas forcément bien. La méthode Prima, je l'ai bien vécue. En gros, quand vous êtes RH, vous vous dites que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez apprendre. Fondamentalement, qu'est-ce que vous ne savez pas dans un processus de recrutement que vous allez apprendre. Et puis, donc pour ma part, je suis venu un petit peu avec, pas dire une appréhension, mais en tous les cas, qu'est-ce que j'y fais. Et finalement, vous vous rendez compte que les techniques d'entretien, etc., je les connais, je mange du CV à longueur de journée. Par contre, il y a des domaines où j'étais pas bon, où j'étais pas à l'aise, où on devait sortir de ma zone de confort. Le premier élément, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est le réseautage. Réseauter avec son réseau, c'est facile, on les connaît. Réseauter avec le réseau de son réseau, réseauter avec le réseau du réseau, etc. Là, ça commence à devenir dur. Entrer dans un événement où on connaît absolument personne et engager la conversation, c'est pas facile. Ensuite, derrière, il y a aussi toute une notion de comment est-ce que j'aborde. De quelle manière je suis vraiment pointu sur vendre le produit. Je parlais tout à l'heure des compétences, le meilleur produit. Qui c'est qui le connaît mieux? C'est moi-même. Comment est-ce que je mets des mots sur mes compétences et comment je m'assure que mon projet professionnel, parce que finalement, il est là, mon projet professionnel, j'ai un bon pitch autour pour engager la conversation avec des gens que je ne connais pas. Et c'est tout cet amalgame-là qui, moi, en tous les cas, m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, donc, dans cette posture de recruteur, donc, vous recrutez des cadres, qu'est-ce que vous observez dans ces gens que vous recevez par rapport qu'ils soient au chômage ou pas, finalement? Je pense que chercher un emploi, c'est un boulot, c'est un job. Donc il faut bien faire son job. Il faut se préparer, il faut s'entraîner, il faut être conscient de ses forces, il faut être capable de les verbaliser. Et cet entraînement, c'est un petit peu comme pour une course à long terme, comme un marathon ou ce genre de choses. C'est vraiment grâce à l'entraînement, grâce aux efforts qu'on arrive à être bon. Et de l'autre côté, quand je fais des entretiens pour des cadres, je me rends compte assez rapidement si la personne elle a vraiment fait son entraînement ou pas trop. Après, il y a des techniques toutes bêtes. Pour ma part, quand j'ai un cadre en face de moi, quelqu'un qui ne s'est pas préparé, qui n'a pas pris des notes, qui n'a pas de calepin, qui n'a pas de questions, je me dis, il ne s'est pas préparé. Donc, il n'y a pas cet entraînement-là. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je le transcris en étant maintenant de l'autre côté du bureau, souvent dans les entretiens. Excellent. Jérémy, vous, Talent Acquisition Manager chez Bobst, j'imagine que quand on a une offre d'emploi, on reçoit pléthore de dossiers. Oui, c'est vrai. Vous retrouvez ce constat que Olivier fait par rapport à ces gens qui arrivent peut-être en minimisant l'impact de la préparation? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui vont postuler à nos offres, que ce soit pour des postes... on peut parler de postes vraiment d'expertise ou de cadres dirigeants ou de personnes qui ont des responsabilités en termes de team management, mais je pense pas qu'ils vont minimiser, et je pense que c'est un manque de conscience de ce besoin de préparation, effectivement. On le perçoit tout de suite, ça c'est clair, mais on le perçoit tout de suite rien qu'en sélectionnant les CV, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que quand on reçoit 150 candidatures pour un poste de directeur, il est très difficile d'y passer 5 minutes par CV, évidemment. Et donc, je pense que moi, du côté recruteur, si j'ai un conseil à donner, ce serait peut-être d'essayer d'être le plus impactant possible. Et comment être impactant? Au-delà d'un CV d'une personne qui est extrêmement expérimentée, qui peut faire 2 pages, il n'y a pas de souci. Un résumé de leurs compétences, très concrètement, des résultats de projet, des chiffres, sur une seconde page ou en première page, ça peut peut-être être encore plus parlant si ce résumé-là, il est très orienté en réponse en fait à l'annonce qu'on a faite. Là, on se dit que la personne, elle a vraiment préparé, elle a pris le temps de regarder, elle a pris le temps de se renseigner sur Bobst, et on a tout de suite plus envie de prendre son téléphone pour commencer un premier échange téléphonique. J'ai vraiment apprécié, quand on a préparé cette table ronde, on m'avait dit, finalement, quelqu'un qui me présente, qui a déjà fait un travail sur le matching de compétences entre le poste et puis son parcours. Moi, ça me va, c'est ce que vous m'avez dit. Est-ce que ça devrait être systématiquement ce travail-là, pas forcément le concrétiser dans une matrice, mais est-ce que c'est systématiquement ce travail-là qu'un demandeur d'emploi cadre ou un spécialiste devrait faire?
Je crois qu'on, de nouveau, répondre à une annonce, c'est d'abord la comprendre, c'est comprendre le besoin, c'est comprendre l'entreprise, c'est d'aller chercher un maximum d'informations et les retranscrire. Autrement, sur les 150 dossiers que tu as mentionnés tout à l'heure, on est le 149e sur la pile et puis on perd de l'intérêt. Aujourd'hui, en plus, il y a des outils qui permettent de faire ressortir assez facilement les mots-clés, les éléments importants. Donc, de nouveau, c'est un travail. Ça veut dire que ça nécessite une préparation, ça nécessite une recherche, ça nécessite aussi de travailler ses propres compétences pour comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ce genre de besoins. Et puis aussi, comment est-ce que je transfère finalement des compétences que j'ai fait dans une industrie dans une autre. Parce que de temps en temps, des gens sont un petit peu trop focalisés sur leur industrie, alors que finalement, ces compétences sont tout à fait transférables. Et c'est là la lecture du besoin me semble être absolument primordiale. Ça, on voit que c'est une vraie difficulté, vraiment aussi pour des managers qui ont des grandes responsabilités. On voit que dès qu'on commence à parler donc de compétences transversales, ça devient un peu un langage inconnu, on va dire, pour les gens qui ne sont pas dans les ressources humaines, évidemment. Et Myriam, du coup, vous avez ces gens qui sont dans votre programme, donc voilà, vous les aidez à préparer un pitch, et ils sont comme ça plus efficaces en réseau, ils arrivent à décrocher un entretien, malheureusement ils ne sont pas retenus. Qu'est-ce que vous faites avec ces demandeurs d'emploi qui parfois ont des certitudes, ils sont à bout touchant? Comment vous les accompagnez dans ce changement? Alors justement, il y a vraiment je reviens sur le terme de réseautage, parce qu'on se veut chez Prima comme le laboratoire, c'est un embryon de réseautage pour aller ensuite rayonner. Et donc ça permet d'avoir plusieurs processus en même temps et ne pas mettre toute son énergie et se focaliser. On fait exactement ce que vous disiez, on les accompagne à être le plus factuel possible, en donnant des chiffres, en faisant un match justement avec l'annonce. Beaucoup de préparation aussi, des simulations d'entretien d'embauche, parce qu'il y a tout le savoir-être, et c'est Madame Fischer tout à l'heure qui disait comme c'est important aussi la posture au moment de l'entretien. Donc on va aussi travailler beaucoup ça. Cette posture elle est très importante, je rebondis. Chez Bobst, on a plusieurs valeurs, dont la passion, le respect et la confiance. Et ça doit se lire, en tout cas chez nous, dans un entretien, assez rapidement, assez facilement. Le parler vrai, en fait. À tout niveau de responsabilité, on se doit de parler vrai, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver très, très rapidement à savoir si on est en train de perdre du temps ou pas, finalement. Et si vraiment ça va fonctionner sur le long terme. Donc il y a des devoirs des deux côtés, je veux dire, l'employeur doit aussi savoir faire une job description qui est la plus précise possible, doit savoir contextualiser le poste, doit savoir apporter des réponses aussi au candidat ou à la candidate. Mais de l'autre côté, effectivement, il y a de la préparation. Et puis si on se parle vrai, du coup, je pense qu'on peut, en tout cas, on peut savoir si oui ou non on peut fonctionner ensemble plus facilement. On a parlé tout à l'heure de la durée des processus de recrutement des cadres, c'est un constat, alors parfois elle est très rapide, mais quand même la majorité des cas, c'est des processus qui sont très longs. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a d'abord le nombre de postes qui sont, c'est la pyramide, donc il y a moins de postes. Plus on monte dans la pyramide, plus on sait que les salaires en général montent, mais aussi plus les coûts directs et indirects. Une erreur de casting sur un recrutement qui échoue pour un cadre, on parle en général de coûts directs et indirects d'une année de salaire. Donc c'est clair que l'impact pour l'entreprise de faire le mauvais choix est important. Maintenant, après il y a un aspect politique aussi, suivant le type, la taille de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour pouvoir prendre une décision. Ça fait partie aussi. Donc voilà, c'est un peu, à mon avis, le cumul. Et puis derrière, on est quand même sur des exigences pointues, pas forcément si évidentes que ça à évaluer. En général, dans le processus de cadre à un certain niveau, il y a des assessments. C'est une journée, c'est un investissement, c'est toute une préparation, la journée, le débrief, etc., pour pouvoir finalement prendre une décision. Et puis en général, on dit toujours, c'est pas l'assessment qui est la décision, ça reste un outil d'aide à la décision. Mais voilà, à un moment donné, il faut prendre une décision. Ça, c'est des choses auxquelles Myriam,
vous êtes, je vais dire, confronté avec les demandeurs d'emploi qui vous disent mais c'est long, ça fait déjà 2 mois, j'ai rencontré 6 personnes. Comment vous Et je trouve que ça se rallonge, effectivement. Les entreprises, je les trouve... On observe elles sont de plus en plus, alors peut-être que frileuses, c'est pas le bon mot, mais prennent beaucoup plus de temps, effectivement, avec des processus de... Olivier, je me rappelle, toi, tu as eu des processus très longs, mais 6, combien 9 étapes. 9 étapes, ouais. Donc, pour un an. Ouais. Donc, voilà, c'est vrai que ça, on observe ça. Il y a une dame qui est, en novembre, elle est toujours, encore maintenant, dans un processus depuis novembre. Ouais. Donc, c'est le marathon dont tu parlais. Tout à fait. Et ça, c'est pour ça qu'il faut... Il y a une grande notion d'encouragement et de confiance en soi qui s'érode avec le temps et donc sur laquelle on travaille beaucoup. Puis si j'ose, peut-être, là je reprends mon ancienne posture ex-Prima, je pense qu'il y a un environnement de bienveillance dans la mesure, ça dure 3 mois, et c'est vraiment, ça devient une famille. Donc ça veut dire que ces expériences qu'on perçoit comme des échecs, très souvent, grâce à cette famille, aux échanges qu'on peut avoir, on en ressort aussi quelque chose de positif. Et puis, soit ça nous aide, soit on aide les autres aussi. Et je crois que ça fait toute la force, en fait, de cette mesure. C'est ce noyau, en fait, qu'on crée. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai fait cette mesure. Les personnes avec lesquelles j'ai fait la mesure, je suis toujours en contact. Ouais, ça c'est... J'ose. Effectivement, il y a maintenant plus de 1000 alumni qui ont la possibilité d'entrer en contact, de réseauter. Et c'est notamment comme ça aussi qu'on fait ce réseautage. Et puis c'est vrai qu'on est une équipe de 4 coachs et formateurs qui avons tous été au chômage. 2 d'entre nous avons suivi la mesure Prima. Et donc on sait on sait par quoi ils passent et on sait de quoi on parle. Fantastique. Je pense que de par vos interventions, vous avez aussi décrit pourquoi cette mesure est un succès. Il y a un certain nombre de personnes qui doivent attendre avant de participer à cette mesure. Ce qui est plutôt pour nous assez satisfaisant. Ça veut dire qu'on offre des programmes qui sont adaptés aux besoins de nos clients demandeurs d'emploi. C'est assez intéressant, je rebondis sur encore la durée du processus de recrutement, parce que quelque part, ça veut dire que vous acceptez de perdre en route des bons candidats. Forcément, à un moment ou un autre, oui. De l'autre côté, après, je ne vous ai pas dit que nous, on fait aussi longtemps que ça. Donc, c'est tout à fait juste. Maintenant, non, il faut être clair. On sait qu'on est sur un marché qui est tendu et c'est vrai que c'est difficile. Mais on doit choisir l'efficacité, ni la précipitation, ni de faire un nombre d'entretiens pour rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien, j'ai toujours un truc en tête qu'on m'a dit un jour, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc autant arrêter. Ouais. Voilà, j'espère qu'on est plus efficace que ça. Maintenant, oui, pour des postes clés, ça prend plus de temps, c'est pas en 2 semaines. Clairement, c'est pas en 2 semaines. Ouais. J'adore ce que tu viens de dire, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. C'est ce que je répète toute la journée aux managers avec lesquels je travaille. Ben voilà. Ils disent, je sais pas. On va établir le pourquoi il y a un doute, mais on saura faire une réponse au candidat. Mais effectivement. Ouais. Super. J'aimerais avoir un dernier mot de chacun de vous, un conseil, Myriam, un conseil pour un cadre demandeur d'emploi. Quel est le conseil que vous pourriez lui donner par rapport au réseautage, par exemple? Alors, oser réseauter, c'est sûr. Oser réseauter. De vraiment tester quelque chose de différent, prendre son téléphone si on n'a pas l'habitude d'appeler, tester le réseautage, oser aller peut-être avec quelqu'un qu'on connaît dans un événement, vraiment tester autre chose pour essayer autre chose. Merci. Olivier? C'est bête, tu m'as enlevé le truc. Désolée. Non, le réseautage, pour moi, c'est clé, surtout pour les cadres, clairement, et sortir de sa zone de confort. Parce que le fait, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas pour moi, d'aller dans une conférence sans connaître personne, c'est sortir de ma zone de confort. Et puis, savoir ce qu'on veut. C'est tout bête, mais savoir ce qu'on veut. C'est quoi son projet professionnel et quel est son pitch sur son projet professionnel. Une fois que ça c'est défini, après, on est rassuré et dans les interactions qu'on a, on est beaucoup plus à l'aise. Merci. Et Jérémy, le cadre qui veut décrocher un poste chez Bobst, vous m'avez tout pris, là.
Non, mais du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Plus on se prépare, plus on est clair, plus on est concret, plus on est précis, plus on donne envie aussi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut, pendant un entretien, décrocher le job par la suite, en fait. Parce qu'en général, quand on voit la personne en entretien, on est bien d'accord que c'est donnant-donnant également. Hein. L'employeur a besoin de la personne qui est en face. Et donc c'est vraiment cet échange qui doit être créé le plus transparent possible, finalement. Voilà. Super. Je vous remercie encore une fois. C'est vraiment agréable de sentir chez chacun de vous cette passion pour le recrutement, l'accompagnement, cette prise de recul aussi, de dire voilà ce que j'ai vécu, voilà où j'en suis. Vraiment un grand merci à vous trois. Je propose qu'on demande à notre public s'ils ont des questions pour vous. Oui. Pour qui? Je pense que c'était Madame Ernst, c'est ça. Disait tout à l'heure que lorsque un cadre trouvait un travail, de temps en temps, il pouvait penser à son ancien travail, donc ça pouvait aussi être une difficulté. Jusqu'où vous allez au niveau du recrutement, c'est-à-dire la personne retrouve son travail et au début, ça ne se passe pas très bien. Est-ce que vous avez encore, vous, une part de responsabilité au niveau du coaching ou ça appartient uniquement à l'employeur de s'en occuper? Alors nous, normalement, à partir du moment où la personne a retrouvé un travail, elle envoie, je crois, un contrat signé à son conseil ORP et nous, on disparaît, on reçoit tout de suite une annulation. Ça, c'est la théorie. Ouais. La pratique, c'est qu'on propose un service après-vente parce qu'on s'attache. Et puis parce que voilà, ils peuvent venir aussi demander conseil si jamais. Et si au cas où les personnes n'ont pas ce travail, enfin ça ne fonctionne pas très bien, elle peut revenir chez vous ou vous reprenez le dossier ou c'est définitivement... Alors ça, c'est vraiment l'ORP qui doit valider ça. Ouais. Très bien, merci. Ça nous arrive oui, d'activer un demandeur d'emploi dans la même mesure. C'est toujours la même chose, c'est est-ce que ça fait du sens avec la stratégie? Et puis, est-ce qu'il nous reste du temps aussi pour pouvoir le faire? Mais oui, il n'y a aucune raison en fait aujourd'hui de dire à un demandeur d'emploi qui a démarré un processus de développement de compétences chez Prima, de lui dire non, tu n'y retournes plus parce que tu es parti une fois. Donc notre volonté, c'est de répondre aux besoins. Et puis si j'ose, de l'intérieur, en ayant fait le service après-vente, ce n'est pas juste un argument de vente, c'est une réalité. C'est vrai qu'après les 3 mois, on s'est revus et on a eu l'occasion de discuter, de revoir les coachs et puis peut-être de parler de l'un ou de l'autre des éléments. Donc c'est effectif. Bonjour à tous. Ma question est également pour Madame Ernst. J'ai moi-même participé à Prima il y a pas mal d'années. Mais alors, il y a plus que 10 ans? Plus que 10 ans, oui. J'y suis depuis très longtemps. Un petit peu plus que 10 ans. Et c'est vrai que pour moi qui suis dans les RH et donc qui suis dans le recrutement et qui essaye justement de trouver, de faire un peu le lien dans tout ça, je me demandais dans quelle mesure est-ce que ces mesures-là pourraient concrètement prendre contact avec des entreprises, avec des recruteurs, avec des responsables RH ou avec des responsables de recrutement pour justement aussi leur permettre d'être un petit peu plus dans le concret. Parce que c'est vrai que mon souvenir, c'est qu'il y a vraiment une entraide au moment où on participe à la mesure, mais je dirais que pour celui qui termine cette mesure et qui n'a pas forcément tout de suite trouvé un emploi, ça peut être aussi une frustration. Et justement, en parlant de réseautage, peut-être justement permettre à l'interne aussi de réseauter de manière plus large en proposant justement à des recruteurs de participer. Alors, entre-temps, on le fait, effectivement. Donc, on organise ce qu'on appelle des prime-apéros, une fois par mois. Avec notamment, on a eu un HRBP de chez Bobst, qui alors pas forcément que des RH, mais effectivement différents profils, différentes personnalités qui viennent pour partager soit leur expérience du marché du travail en tant qu'employeur et aussi voir qui est là dans les profils de cadres que nous avons.
Et donc les anciens, les alumni sont toujours invités à venir, donc ça permet de garder aussi un lien. C'est important de pouvoir avoir cet échange-là et puis de leur donner un suivi en fait après ou au moins pendant la mesure que les gens puissent concrètement essayer des entretiens s'ils n'ont pas la chance de pouvoir en décrocher en externe. Et au sein de l'OSEO, on a aussi un projet qui s'appelle Ose ton projet, où effectivement des RH qui viennent pour rencontrer des candidats et qui font une sorte de speed dating sans qu'il y ait forcément des postes à la clé. Merci beaucoup, messieurs, dames. Mauro, vous avez encore une question? Est-ce qu'elle est courte? Déjà, merci. J'ai un énorme voyant rouge. Déjà, merci. Moi, ma question, je pense qu'elle pourrait s'adresser aux 3 personnes. C'est simplement sur les difficultés rencontrées par les cadres. Vous nous avez donné un petit échantillon sur, par exemple, des postes convoités, des procédures, des processus qui sont longs. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à ça? Voilà, question ouverte. J'ai pas très bien compris la question. En fait, Par rapport aux difficultés. Quelles sont les difficultés que les demandeurs d'emploi, cadres rencontrent? Je pense qu'une difficulté qui n'est pas forcément liée au côté cadre ou non cadre, c'était très rapidement mentionné sur la première table ronde, c'est l'âge. C'est vrai que moi, j'y étais aussi, d'une certaine manière, je pense, confronté. Aujourd'hui, on est dans un processus, je peux en parler, dans la société où on a une candidature qui approche les 60 ans. Il faut convaincre la ligne. Il faut convaincre la ligne que ça peut être un très bon investissement. Et surtout, en l'occurrence là, mon axe, c'était aussi de dire on a un jeune dans l'entreprise qui n'est pas prêt, mais qui pourrait prendre ce poste-là. Donc en fait, je suis en train de travailler plus un projet en interne en disant on recrute cette personne, on sait qu'en venant vers les 60 ans, on l'a pour 5 ans. Un plus jeune, on n'est pas sûr. Et puis ensuite, avec mandat non seulement de diriger l'entité, mais de faire progresser la personne qui est jeune pour être finalement la personne qui va prendre l'entité en responsabilité. Donc avec un double mandat finalement. Et je suis en train de gagner, je pense, le pari là-dessus. Donc je pense qu'on a un rôle, nous RH aussi, dans cette difficulté-là. Donc, je pense qu'une des difficultés, c'est l'âge. Il ne faut pas s'en cacher. C'est clairement plus dur. Merci. Je me permets de rajouter, en fait, quel que soit l'âge, je pense que la principale difficulté, c'est l'attitude. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir dire, OK, il m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai été licencié, j'aimais bien cette entreprise, mais pouvoir passer à autre chose. Donc ça, il y a un vrai travail, une vraie contribution du conseiller ORP et ensuite de partenaires comme Prima. Mais en réalité, aujourd'hui, je reçois des gens qui, encore en début de cette année, une dame qui était à 1 année et demie de la retraite, avec l'attitude qu'elle avait, je savais qu'elle allait retrouver un emploi et en moins de 3 mois, elle l'a fait. Donc, c'est déterminant. Et c'est pas facile. C'est facile à dire quand on est là, puis qu'on a tous un job. Mais franchement, quelqu'un qui a cette attitude, cette capacité à pouvoir dire « Ok, bon, je continue à avancer, j'ai des choses à offrir, que j'ai 45 ou 55 ou 60. » Oui, bien sûr, les opportunités sont plus faibles, mais le potentiel est là. Et si la personne a la bonne attitude, elle va arriver à le vendre lors de réseautage ou en entretien. Voilà. Je propose qu'on termine. Un grand merci à vous 3 pour ces interventions, pour ce partage d'expérience. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi avec la dernière table ronde qui va arriver. C'est Phil. Merci beaucoup.